3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, c'est une vidéo overtime que je vous propose. Vous savez, ce type de contenu où je m'accorde du temps supplémentaire pour m'intéresser à l'histoire NBA notamment. Et là, vu que je rentre de New York, j'ai décidé de faire un truc sur l'histoire du Madison Square Garden. Bah pourquoi tes vidéos d'intro sont au Barclays Center alors? Il y en a peut-être qui feront pas gaffe. En tout cas, à Manhattan, il suffit de se balader dans le quartier pour se rendre compte à quel point cette salle est la mecque du basket. The world's most famous arena. C'est clair, et du coup, il y a eu d'énormes perfs dans cette salle. Mais après, l'histoire du nom Madison Square Garden est un peu compliquée. La salle qu'on connaît au niveau de Penn Station est en fait la 4ème de ce nom. La première date de 1879, elle était faite pour le cyclisme. Les Knicks, eux, ont commencé à jouer au Madison Square Garden en 1946. C'était la 3ème salle de ce nom-là. C'est en 1968 qu'ils prennent possession du Madison Square Garden 4. Et c'est bien cette salle qui pour moi est mythique. En une cinquantaine d'années, ce Garden-là a connu 16 matchs à 50 points ou plus pour un joueur NBA. Et tous ces matchs, ou presque, sont épiques. Je vais vous faire un top 6 de ce qui représente pour moi les meilleures performances de l'histoire de cette salle. Ok, donc les perfs d'avant 1968 ne comptent pas, c'est ça? Désolé pour Will Chamberlain et Elgin Baylor qui ont vraiment brillé au Madison Square Garden 3. Mais ça compte pas, c'est pas la même salle. Ouais, je comprends, et t'as d'autres critères éliminatoires comme ça? Bah ceux qui me suivent depuis un moment le savent. Quand il y a une défaite à la clé, je peux pas considérer une performance individuelle comme supérieure à un exploit qui mène à la victoire. Le contexte est vraiment important aussi pour moi, je prends pas en compte que les chiffres. Du coup, je fais un petit big up aux 60 points de Bernard King et aux 54 points de Stephen Curry qui n'ont pas été listés dans mon top. Ah, les 54 points de Curry, ça a dû te faire mal au cœur de pas les mettre. J'ai pas non plus d'affection spécifique pour lui, mais forcément. J'étais au Garden ce jour-là et c'était complètement dingue. Sauf que les Warriors ont perdu et donc je vais pas déroger à ma règle pour lui. Normal, mais c'est pas grave, il y a quand même d'autres très belles perfs, je sens que tu vas envoyer du lourd dans cet épisode. Je vais essayer, surtout que j'avais promis un truc. Et voilà, quand j'étais à New York dans les vestiaires du Garden il y a 2 semaines, j'ai pu discuter quelques minutes avec Evan Fournier. Et c'est vraiment sympa qu'il ait pris du temps pour répondre à mes questions malgré la frustration de la défaite toute fraîche contre les Knicks. Mais après, le Magic s'est rattrapé contre les Warriors juste derrière. En tout cas, Evan va nous dire pourquoi selon lui cette salle est mythique, nous évoquer sa meilleure perf personnelle dans le Garden, mais aussi se mouiller en nous expliquant quel est pour lui le plus gros exploit personnel de l'histoire de cette salle. C'est parti pour l'interview. Dans ton émission Fournier Fourville, tu disais que t'aimais beaucoup venir jouer à New York. En quoi cette salle est différente des autres et en quoi t'aimes jouer ici? Bah, c'est une salle qui est très connue déjà, donc forcément t'es impatient d'y jouer. Comment ils éclairent la salle, c'est-à-dire que ça fait un peu théâtre. Les spectateurs sont dans le noir et nous on est tout éclairés. Puis c'est à New York, donc c'est une énergie différente. Toi, ton meilleur souvenir individuel personnel en tant que joueur dans cette salle, t'es capable de m'en citer un? Quand à l'époque j'avais fait mon record de points, c'était ma 3e année, j'avais mis 28 points à l'époque, c'était mon record. C'est mon plus beau souvenir. Si je me trompe pas, je crois que c'est la 11e fois que tu viens jouer ici. On s'habitue ou c'est toujours quelque chose de spécial quand même? Non, c'est toujours spécial. Ouais. Et enfin, si tu devais retenir, si tu en as une performance all-time ici qui s'est passée, est-ce que tu peux m'en citer? Performance bah, j'ai envie de dire le match de Michael quand il revient. Avec le numéro 45 quand tu fais 55 points. Okay. Merci beaucoup, c'est bon pour moi. Alors est-ce que mon top 1 va être le même que celui d'Evan? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais il y avait quoi qu'il arrive, pas de meilleure intro possible pour introduire mon top 6. J'ai promis du lourd et en voilà déjà. En numéro 6, je commence avec LeBron James. Le 4 février 2009, il débarque à New York et fait un match de ouf. Il finit à un seul rebond du triple-double pour une victoire de Cleveland 107 à 102. Et je croyais que pourtant il était sorti du match avec un triple-double dans la poche. Et ouais, c'est bien ce que le box score disait au départ. Et la NBA s'est aperçue que l'avant-dernier de ses rebonds comptabilisés avait été en fait pris par son coéquipier Ben Wallace. Ils l'ont donc retiré de la ligne de stats. Plus de triple-double. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars de la table à New York ont voulu forcer pour qu'il ait un triple-double ou quoi? Bon, peu importe au final parce que la perf reste énorme. Avoir des stats si complètes au Garden, ça mérite d'être récompensé dans mon top. Ce jour-là, il a rejoint Michael Jordan en devenant le 2e joueur de l'histoire à atteindre ou dépasser la barre des 50 points à au moins 2 reprises en carrière. Au Madison Square Garden, bien sûr. Ah, c'est pas mal tout ça quand même. Pourquoi tu l'as pas classé plus haut? Il aurait pu s'il avait été un poil plus adroit et n'avait pas eu besoin de 44 minutes pour réaliser cette perf. Ah ouais, tu prends en compte le temps de jeu. Ouais, si t'essayes pas d'avoir la vision la plus globale possible, c'est impossible de départager ces gars. Mais soyons clairs, LeBron avec cette perf mérite largement sa place dans le top 6. On enchaîne avec le numéro 5 de ce top, Carmelo Anthony. What? Le gars a le record de points de l'histoire du Madison et tu le mets que 5ème? Ouais, pour ça je pense que je peux me faire défoncer dans les commentaires.
Mais j'assume. Ok, en 2014, le mec a mis 62 points, le record de la salle qui tient encore aujourd'hui. Mais lui, pendant 6 ans et demi, il a eu l'occasion de jouer 41 fois par saison au Madison Square Garden. C'est ça de jouer aux Knicks. Et forcément, ça multiplie les occasions par rapport à un joueur qui vient n'y jouer qu'une ou deux fois par an. Mais bon, ça n'enlève rien à la beauté de cette perf qui est énorme. Surtout qu'à côté de ses points, il prend 13 rebonds. Ce soir-là, Melo est entré dans la zone comme peu l'ont fait au Madison Square Garden. Par contre, le gars, fidèle à ses habitudes, il fait aucune passe décisive du match. Ah, t'es pas passé à côté de cette stat-là. T'as raison. Mais à sa décharge, tu regardes le match, tu te rends compte qu'il délivre quand même de beaux caviars. Sauf que derrière, ses coéquipiers balancent des briques. Ouais, en même temps, il était tellement seul qu'à part lui, personne n'a pris plus de 9 shoots dans l'équipe. C'est ça, et ce que je trouve intéressant en parallèle, c'est qu'il n'a perdu aucun ballon. Donc bon, moi perso, je lui pardonne ses 0 passes. Après, ce qu'on peut dire pour finir, c'est qu'il a fait ça contre les Bobcats. Pas du tout la meilleure équipe du monde. C'est pour ça, les Knicks ont fini par gagner de 29 points et Melo était sur le banc pendant toute la fin de la rencontre. Dans un match plus serré où il aurait joué plus, il aurait probablement pu flirter avec les 70. Énorme, je vous dis. Et le plus fou quand on regarde où Melo en est aujourd'hui, c'est de se dire que c'était il n'y a que 5 ans. On passe à mon numéro 4. Et ouais, parce que pour moi, il y a encore 4 performances supérieures à celles de LeBron et celles de Melo. Et on continue sur du très très lourd parce qu'on va parler du Black Mamba, Kobe Bryant. Et ouais, parce qu'avant Melo en 2014, c'était bien Kobe qui avait le record de la salle au scoring. 61 points ce jour-là. C'était le 2 février 2009 dans un match remporté 126-117 par les Lakers. 2 jours avant la perf de LeBron que tu viens de classer en numéro 6. Ouais, c'était la semaine portes ouvertes chez les Knicks. En tout cas, lui aussi était on fire ce jour-là. 19 sur 31 au tir, 20 sur 20 au lancer franc, c'est tellement propre. Une formule très musclée, un parfum citron très frais. Regardez les highlights, je suis deg de pas pouvoir les mettre pour des raisons de droit avec la NBA. Kobe prend des shoots ultra compliqués, bien défendus, mais le cercle semble aussi vaste qu'un océan pour lui. Les pauvres défenseurs des Knicks pouvaient tellement rien faire. Oh là là, le public devait être blasé. Même pas, s'il y a beaucoup de touristes, il y a aussi pas mal de connaisseurs au Garden. Du coup, en début de match, tout le monde sifflait le Black Mamba. Sauf que dès le deuxième quart-temps, des chants MVP descendaient des tribunes. Waouh, en moins de 20 minutes, il a réussi à retourner le public du Garden. C'est clairement ce qui fait de ce moment un moment historique. En interview après la rencontre, David Lee, encore choqué par ce qu'il venait de voir, disait que de toute sa vie, il n'avait jamais croisé un adversaire aussi focus que Kobe Bryant ce jour-là. Et on le sait, si l'arrière des Lakers s'est concentré, personne peut le stopper. Lui aussi tenait visiblement à rentrer dans la légende du Madison Square Garden. Place maintenant au podium avec en numéro 3 une performance clutchissime. Une performance qui me donne encore des frissons quand j'y repense. Celle de Reggie Miller lors du premier match du deuxième tour des playoffs 95 avec les Pacers. Il a fait quoi? Sa feuille de match est largement pas à la hauteur de celle des autres. 8 points en 9 secondes, ça te parle pas? C'était légendaire. À 18 secondes de la fin, les Knicks mènent tranquillement 105 à 99 après une rencontre physique et très accrochée. De son côté, Reggie Miller en est seulement à 5 sur 16 au tir. Deux bonnes raisons pour Spike Lee d'afficher un grand sourire. Bah ouais, d'un côté son équipe va gagner, et d'un autre côté Reggie Miller, avec qui il s'était adonné à une énorme séance de trash talking un an plus tôt lors des playoffs, passé à côté de son match. C'est l'heure de la revanche pour Spike Lee qui en 94 avait finalement plus motivé Reggie Miller qu'autre chose. Faut dire que ce jour-là, avec 25 points dans le 4ème quart-temps, le numéro 31 des Pacers avait fermé pas mal de bouches au Madison Square Garden. Et pourtant, Spike Lee a encore une fois perdu son sourire. Ah, mais il y avait 105-99 à 18 secondes de la fin. Comment c'est possible? Remise en jeu au milieu du terrain pour les Pacers. Reggie Miller se démarque, shoot directement et plante un 3 points sur la tête de John Starks. 105-102. Au lieu de chambrer Spike Lee, l'arrière se met à défendre tout terrain. Il pousse Greg Anthony, intercepte le ballon sur leur mise en jeu, retourne au même spot et plante un second 3 points tout de suite après. Bim, égalité. Les Pacers font ensuite faute. C'est bête, mais Starks craque. Il rate ses 2 lancers francs. Mais Patrick Ewing prend le rebond offensif. Mais à son tour, il loupe lui aussi son tir. Le ballon revient vers Reggie Miller sur qui une faute est faite au moment du rebond. Lui, il tremble pas, il met son 7ème et son 8ème point sur lancer franc, plus de Pacers, 9 secondes à jouer. À lui tout seul, Reggie Miller a mis un 8-0 aux Knicks en 9 secondes. Mais New York a encore une chance de gagner. Greg Anthony remonte la balle, essaye de pénétrer, sauf qu'en s'approchant de la raquette, il glisse. Fin du game. C'est de là que c'est parti, parce que 2 semaines après, les Pacers ont éliminé les Knicks en 7 matchs. Ouais, pour moi, ces 9 secondes resteront la performance la plus clutch de l'histoire du Madison Square Garden. Ah le gueule. Mais attends, j'ai encore mieux. Les 2 premières places représentent des choses encore plus dingues. Si je te dis finale NBA, match 7, ça te parle? Ah non, pas du tout, c'est quoi ce truc de ouf encore? 1970, Walt Frazier. Les Lakers et les Knicks ont besoin d'un match ultime pour se départager et c'est au Madison Square Garden qu'il se joue. Si Willis Reed est resté dans les mémoires ce soir-là, je l'expliquerai plus tard, c'est bien Frazier pour moi le héros de cette rencontre. Il a de bonnes stats, ouais, pour un match aussi décisif. Ouais, en plus, faut savoir qu'à la mi-temps, il avait mis 22 points déjà et les Lakers s'étaient bien largués au score. Et après, c'est presque en mode croisière que le meneur de jeu termine son match. Tu sens qu'il veut se faire plaisir pour gagner ce titre. Du coup, il score bien sûr quand c'est ouvert, mais tu vois qu'il tient aussi à régaler ses coéquipiers avec 19 passes décisives. Une
démonstration de Walt Frazier. Et en fait, c'est presque dommage que sa performance ait été éclipsée par l'histoire romanesque de Willis Reed. Je veux pas enlever de crédit à ça, mais c'est vrai que la presse a surtout parlé de lui en disant que le titre lui était dû. Comment ça se fait? Ses stats n'ont rien à voir avec celles de Frazier. En fait, Reed, il était blessé. Il avait pas joué le match 6 et personne l'attendait pour le match 7. À la plus grande surprise de tout le monde, il sort des vestiaires en tenue et arrive sur le terrain en petite foulée. I think we see Willis coming out. There he comes right now. 6 feet 10 from Grambling. Là, le match commence et il met les 2 premiers paniers de son équipe. Et de l'autre côté, tu vois qu'il donne tout en défense, même s'il boite pour revenir sur Wilt Chamberlain à chaque fois. Donc il a pas fait beaucoup plus que ce méga début de match, mais tout le monde dit que c'est grâce à cette inspiration de guerrier que les Knicks sont allés au bout. Et visiblement, Walt Frazier a été bien inspiré. You can call it cashmere, you can call it reindeer. Et maintenant, bien sûr, le numéro 1 que vous attendez tous et qui fera évidemment plaisir à Evan Fournier. Michael Jordan, bien sûr. Alors pareil, là je sens que je vais me faire tellement pourrir dans les commentaires. Fanboy, Basket X, t'en as déjà connu plein des trucs. Et encore, ça c'est pour ceux qui restent polis. Mais bon, pour moi, impossible de ne pas mettre Michael Jordan en numéro 1 vu le symbole que représente cette performance. Je vous rappelle que le but de ce top n'est pas de classer les lignes statistiques, sinon ce serait trop simple. Et au final, je trouve qu'il peut pas y avoir un meilleur contexte que celui qui entourait l'arrivée de Michael Jordan au Madison Square Garden en 1995. Bon, raconte-nous l'histoire, comment ça peut être mieux qu'un match 7 de finale NBA? Ah ouais, c'était chaud de choisir entre les deux. J'avais Walt en numéro 1 presque jusqu'au dernier moment. Puis j'ai revu les images et j'ai décidé de changer. Attends, t'imagines, fin 1993, Michael Jordan prenait sa retraite après l'assassinat de son père. Là, il passe 1 an et demi sans jouer au basket et essaye de se lancer dans le baseball. C'est un échec. Alors forcément, en mode compétiteur, il décide de rechausser les sneakers. Tout le monde se rappelle, les fans pleuraient de joie. Sauf que malgré l'annonce de son retour, on sait pas vraiment quel niveau il va afficher. Je rappelle qu'au moment où il a arrêté, il venait de gagner son 3e titre consécutif face aux Suns. Et 3 fois, il a chopé le trophée de MVP des finales qui allait avec. Ah ouais, gros défi de revenir quand t'as déjà connu autant de succès. T'as presque tout à perdre. C'est ça. Et son premier match face aux Pacers fait naître quand même quelques doutes. Mais seulement 8 jours après cette rencontre, c'est au Madison Square Garden qu'il a rendez-vous. Une salle qu'il aime déjà beaucoup. Je veux tout savoir sur le scénario de ce match. Y a pas grand chose à dire. Pendant toute la rencontre, il met une pression énorme aux Knicks de Pat Ewing. Il leur fait tout au pauvre défenseur new-yorkais John Starks le premier. Et ouais, encore lui. Les Bulls finissent par s'imposer 113-111 et Jojo termine la rencontre à 55 points à 18 sur 33 au tir. He's back. C'est ce que tout le monde hurle et écrit partout. Tout un symbole. De son numéro 45 au tir qui rentrait comme des perles face à la défense de Pat Riley qui coachait une équipe des Knicks ultra favorite. C'était incroyable de le voir de retour comme ça dans la mecque du basket. Et même si c'est pas lui qui met le game winner pour Chicago, c'est pas grave. Dans le money time, après avoir fixé la défense, il fait une super passe à Scottie Pippen qui marque avec la planche. Sur la dernière possession des Bulls, il cross John Starks, fait monter Patrick Ewing sur lui et trouve Bill Wennington alors seul dans la raquette qui dunk pour la victoire. Ok, même si c'est pas lui qui marque, c'est lui qui crée. Il a dû faire taire tous ses détracteurs. Voilà pourquoi pour moi, concernant la NBA, ce 28 mars 1995 représente à ce jour le soir du moment le plus historique sur un match dans l'histoire du Madison Square Garden. LeBron James, Carmelo Anthony, Kobe Bryant, Reggie Miller, Walt Frazier, Michael Jordan. Voilà pour ce qui est des lauréats de mon top 6 du jour. Voilà pour ce qui est de ce 6e overtime. Je fais un nouveau big up à des gars comme Patrick Ewing, Bernard King, James Harden récemment, Rajon Rondo ou encore Jeremy Lin qui a davantage marqué l'histoire du Madison Square Garden sur une série de rencontres plutôt que sur un seul match. Tous ont réussi aussi à faire vibrer le public new-yorkais dans cette salle. Et avant de vous laisser, comme d'habitude, c'est l'heure de votre rubrique. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vous présente un livre que Talent Sport m'a gentiment fait parvenir. Du coup, je l'ai lu attentivement et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, je sais pas vous, mais moi, c'est avec la voix de Georges Eddy que j'ai pu connaître le basket NBA. Le mec, c'est un ancien joueur professionnel dans le championnat de France. Il y a joué la majeure partie de sa carrière. Et ensuite, en passant en parallèle par le coaching, il décide d'assumer la mission d'importer la NBA en France. Canal+ lui fait confiance et il ne déçoit personne. Le mec privilégie le show et il montre qu'il sait faire vivre un match. Qu'est-ce que c'est pour? Il fait partie des grands noms qui ont rendu cette ligue si populaire dans les pays francophones. Il y a même un passage où il explique comment Michael Jordan l'a remercié à ce sujet. Alors dans ce bouquin, il nous parle de ses parents, il nous raconte son parcours, mais surtout il nous raconte son histoire de la NBA. Tout ça à travers ses yeux, les rencontres qu'il a pu faire et les interviews qu'il a menées. C'est bourré d'anecdotes. Ça passe par les conseils qu'il a donnés à LeBron James pour son jump shoot, à la grande tirade sur les lancers francs qu'il a écrite pour Shaquille O'Neal dans le but de l'aider dans ce domaine. Et puis ça couvre une période tellement large, de son idole de jeunesse, Wilt Chamberlain, jusqu'aux joueurs que sont LeBron James et Stephen Curry. Franchement, j'ai kiffé lire ça. Ça a vraiment donné une dimension inside à plein d'événements que j'avais pu vivre sur Canal+ quand j'étais gamin. J'avoue
J'avoue, ça rend nostalgique un peu. Donc pour ceux que ça intéresse, il est disponible à la vente depuis peu de temps. Approuvé par le 6e homme. Tu mettras le lien dans la description. Yup, et dans la prochaine vidéo, retour du quiz. On va encore vous faire gagner un truc. Alors pour pas manquer ça, comme le dit Théo Malédon, abonnez-vous à la chaîne 6e homme. Et activez la petite cloche pour avoir les notifications. Pour le reste de la NBA, c'est sur Basket Info. J'ai vu que certains dans les commentaires attendaient un format court de l'écho des parquets. Et en voilà un justement, un podcast spécial Eric Bledsoe. Ça aussi, tu mettras le lien dans la description. Ouais, comme d'hab. Et là, pour remercier les partenaires, pour remercier Evan Fournier, j'aimerais que vous me mettiez un maximum de pouces bleus pour soutenir votre rubrique et promouvoir la chaîne. A très vite.